sur le financement des projets ferroviaires en Afrique, le futur du rail en Afrique. Donc, pour revenir sur quelques éléments de contexte, donc sur les premières décennies des années 2000, on a constaté des mutations profondes dans l'environnement des transports ferroviaires, du fait de manque d'investissement, et ça s'est traduit par une très forte concurrence accrue de la route et des projets routiers autoroutiers. Durant les années 2000, il y a eu, même ici au Sénégal, il y a eu beaucoup de projets autoroutiers, etc. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins investi quand même sur le transport ferroviaire. Enfin, je ne dis pas que les deux sont liés, mais de facto, le Sénégal a développé d'importants projets routiers et autoroutiers, mais sur le ferroviaire, il y a eu beaucoup moins d'investissement au début des années 2000. Donc ça s'est traduit par une vétusté des installations et de l'infrastructure ferroviaire, et une vétusté des matériels roulants. De toute façon, c'est un peu dans la gestion globale, en général, quand on gère une entreprise et que les financements qu'on apporte dans le budget d'investissement ne sont pas équivalents à l'amortissement, ça entraîne naturellement un vieillissement du matériel et du parc. C'est des règles de gestion communes, et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Enfin, il y a eu différentes raisons. Certains sont exogènes, d'autres sont intrinsèques à ce qui se passe au Sénégal, mais bon. Donc, ça a amené une vétusté des installations, du matériel roulant, etc. Puis, on a eu des difficultés aussi de mobilisation des ressources aussi pour continuer à investir et à financer. Donc, ça, c'est un constat qu'on a noté au début des années 2000. Maintenant, après, ce qu'il faut constater aussi, c'est que dans les pays africains, on a eu une très forte croissance économique et démographique en Afrique, surtout sur ces dernières années. Et un développement économique et démographique, ça entraîne forcément la mise en œuvre de projets de développement de transport de masse. Parce que cette population qui augmente, qui a besoin de se déplacer, de se mouvoir, etc., enfin, on ne peut pas tous les mettre sur des véhicules. De toute façon, la stratégie de développement, c'est de prioriser les transports de masse. Les transports de véhicules, ça doit être le parcours du dernier kilomètre. C'est ce qui se passe généralement dans les pays développés, où les gens ils prennent des TGV, ils prennent des métros, etc., pour se déplacer. Et le véhicule, généralement, c'est pour faire les 2-3 derniers kilomètres pour aller se rendre dans leur domicile ou dans leur lieu de travail. Mais utiliser le véhicule pour les transports, dans un pays qui se développe, avec une démographie qui augmente, ça rend les choses très très compliquées. Donc il y a eu un processus de rattrapage, en fait, de ce manque d'investissement qu'on a noté au début des années 2000. Je pense que c'est pour ça qu'au Sénégal, ici, dans l'agglomération dakaroise, il y a eu le projet du TER qui rentre maintenant dans une vision beaucoup plus globale du développement du transport de masse. Au Maroc, ils ont développé une ligne grande vitesse. Il y a eu des projets ferroviaires au Nigeria, il y en a eu en Éthiopie, dans la plupart des pays africains. On a noté une résurgence des gros projets de transport de masse. Là, je parle de ferroviaire, mais au-delà des TGV, il y a eu des projets de BRT dans d'autres pays, etc. Ici au Sénégal, on a démarré récemment un projet de BRT qu'on espère aboutir à la fin de l'année. Donc voilà, donc il y a eu quand même un sursaut émanant d'un constat du fait qu'on n'arriverait pas à gérer les circulations des personnes et des biens uniquement si on se base sur le véhicule. Donc ici au Sénégal, j'ai parlé du TER parce que c'est le projet qui est terminé aujourd'hui. Mais au-delà du TER, au sein des chemins de fer du Sénégal, actuellement, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet de réhabilitation de la voie ferrée entre Dakar et Tambacounda. Donc l'idée, c'est de mettre les centaines de conteneurs qui parcourent le corridor Dakar-Bamako, qui sont sur les routes et qui engendrent un certain nombre de contraintes, de les mettre sur la voie ferrée, de mettre un terminal à conteneurs à Tambacounda, qui pourrait constituer une zone tampon.
Ce qui fait que des centaines de camions qui arrivent à Dakar vont être arrêtés à Tambacounda au niveau de la plateforme logistique qui sera installée là-bas. Donc ça, c'est la première phase. Bon, la deuxième phase, on espère aller jusqu'à Kidira. Nos collègues maliens font à peu près le même projet. Ils sont en train de se rapprocher de Djibouli et à terme, on espère avoir une jonction entre Dakar et Bamako pour essayer de reprendre tout ce trafic et ce flux logistique de camions qui se fait entre Dakar et Bamako. Donc voilà, c'est pour dire un peu que le ferroviaire, quand même, c'est une solution pour un peu décongestionner ce qu'on retrouve sur la route. Donc ça, c'est un peu le contexte où on se trouve. Et puis pour parler d'un point de vue un peu plus régional, voilà, il faut qu'on arrive à faire du développement ferroviaire un atout important pour l'intégration africaine et le développement des échanges tels qu'exprimés dans la ZLECAf. Donc, il est élaboré. Il y a à peu près une instruction du président de la République pour voir d'ici à 2035-2040 qu'est-ce que le Sénégal va réaliser. Quel est le schéma ferroviaire que nous devons réaliser. Et cela aussi, ça a été validé par le ministère des Infrastructures. Et ce qui a motivé cette politique, c'est que nous, depuis la mise en place de ce schéma de la ligne Dakar-Bamako, nous exploitons une voie ferrée avec un autre pays que nous ne maîtrisons pas. Alors que nous avons un besoin crucial, comme il a dit, d'exploiter nos lignes et surtout en matière de production industrielle et de matière de production. Donc c'est ça qui a motivé la réalisation, l'élaboration de la stratégie de revitalisation des rails jusqu'en 2040. Donc nous disposons de ce schéma qui a comme principale ligne évidemment Dakar-Kidira. Nous ne parlons pas de Dakar évidemment Tambacounda, nous maîtrisons Dakar-Kidira. Et dans ce schéma, nous essayons de rentabiliser, de voir en quoi le chemin de fer jusqu'à Kidira, quelle est la pertinence de cette ligne jusqu'à Kidira, et que nous appelons la dorsale du réseau ferroviaire, sur laquelle évidemment se connecte une ligne sur Kidira, sur Kédougou, qui va dans les mines, et une ligne sur Matam pour ressortir les phosphates. Évidemment, la ligne aussi Dakar-Saint-Louis a été retenue, et il a été aussi retenu la ligne qui traverse Matam jusqu'à Touba, Dara, et qui traverse le Ferlo. Ce projet novateur vise à ériger un vaste musée au cœur de la région emblématique de Thiès. Le Sénégal, riche d'une histoire ferroviaire vieille de plus d'un siècle, a joué un rôle déterminant dans le développement économique et social du pays. Les chemins de fer ont été le moteur de l'industrialisation et de l'essor urbain, reliant les régions éloignées et facilitant le commerce intérieur. Au fil du temps, ce bâtiment a quelque peu été relégué au second plan. Le MCFS s'engage à redonner vie à ces témoins silencieux du passé, en les transformant en véritables trésors culturels et éducatifs. Le musée accueillera des expositions interactives, des objets d'époque, des maquettes, des photographies et des récits des cheminots, donnant ainsi vie à l'évolution du réseau ferroviaire au fil des décennies. Le projet du Grand Musée des chemins de fer proposera une expérience immersive et exhaustive, retraçant l'histoire des chemins de fer du Sénégal depuis leur genèse jusqu'à leur apogée, mettant en lumière les hommes et les femmes qui ont façonné cette épopée. La réhabilitation des infrastructures ferroviaires s'accompagnera aussi de la création de jardins et d'espaces de détente, formant ainsi un lieu de rassemblement pour les passionnés de train, les familles et les amateurs d'histoire. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pas... On reviendra sur certains aspects que Khalidou a évoqués, parce qu'on ne résume pas 134 ans de train, on ne résume pas 134 ans d'histoire, et même plus. Mais comme le président vient de le dire, le train a écrit une histoire. Aujourd'hui, il faut recommencer une nouvelle page de cette histoire-là.
et recommencer une nouvelle page de cette histoire, c'est aussi rappeler, parce que comme le disait Djibril Tamsignan, le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Si on ne sait pas d'où on vient, on va être dans le cycle de Sisyphe et éternellement reprendre. Je pense que si on parle de 1879, dans la salle, peut-être que certains vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'on peut remonter aussi loin? Parce que le premier projet, c'était quand même, il faut le rappeler, c'était le projet des chemins de fer du Caillou. Suite au traité que Lat Dior avait signé avec les colonisateurs, avant de se rendre compte que l'objectif final, c'était quand même une pénétration plus profonde vers les terroirs, et que, voilà, de 1883 à 2016, le train n'a cessé de rouler. Il faut aussi se poser la question aujourd'hui, et chaque fois que j'entends des débats sur le TER, des débats sur le BRT, des débats sur la rénovation du chemin de fer et qu'on parle des coûts, je reviens au débat de 1883 sur le financement du chemin de fer Dakar-Saint-Louis, où la compagnie Batignolles avait proposé un budget de 5 millions, mais l'État français avait mis 10 millions pour une concession de 99 ans. L'enjeu n'était plus économique, l'enjeu était de développement, et l'enjeu était aussi sociétal. Voilà. On y reviendra après le film pour comprendre qu'il y a eu le train de la colonisation, il y a aussi les rails colonisés. Et c'est très heureux que la relance commence par Touba. Parce qu'on n'insiste pas sur cela, c'est le seul tronçon qui n'a pas été voulu par le colonisateur, mais par les populations endogènes. Et c'est la première fois que les rails ont été colonisés. À partir de ce moment, toutes les attitudes culturelles sur les rails ont été des attitudes culturelles qui ont transformé un outil d'exploitation en arme de développement. Et c'est ça la grande prouesse que le Sénégal avait réussi. Et je pense que dans ce musée, il y a une grande place sur les récits qui ont été faits sur le train. Le train a généré des récits, et peut-être que les gens ne le savent pas, mais tous les grands humoristes qu'on a eus, les Saner, etc., les Sanoro, etc., sont nés d'un artiste qui voyageait dans le train et qui racontait son voyage dans le train et qui était invité de famille en famille et qui faisait des cassettes. Et ces cassettes étaient très vendues, mais il ne racontait que la vie dans le train, ce qui se passait dans le train, parce que c'était révolutionnaire. On a une cinquantaine de blagues et de proverbes qui sont nés du train, et un grand cousinage à plaisanterie entre les forgerons sur la ligne Dara-Louga, entre les forgerons et les peulh. Consacré aux travaux de désenclavement, de désengorgement et de dégagement total de la voie ferrée est arrivé à terme. Au mois de juin, un train essai qui a quitté Pout jusqu'à Diourbel, avec à bord le ministre de tutelle, M. Mansour Faye, a permis de constater l'état d'avancement des travaux. Un autre test avec un train de travaux de Diourbel à Mbacké effectué le 24 août par le directeur général des chemins de fer du Sénégal et ses collaborateurs pour constater la remise en état de la voie ferrée jusqu'à ce niveau. Ces deux trains ont permis au ministre des Transports terrestres et du désenclavement, M. Mansour Faye, et au directeur général des chemins de fer du Sénégal, M. Malick Ndoye, de s'assurer du bon déroulement des travaux, mais aussi de la reprise imminente de l'activité ferroviaire. À ce jour, les équipes sont à pied d'œuvre dans les travaux de génie civil consistant à la remise en forme de la structure d'assises ferroviaire ainsi que de gros travaux de ballastage, de bourrage et pose de voies sur le linéaire Dakar-Tamba. Les gares de Thiès, Koungheul et Tambacounda sont en cours de rénovation. Mbacké et Touba ont été livrés. Le terminal à conteneurs de... Je crois que donc, c'est pour dire tout simplement que le train est une nécessité. Et donc, c'est quelque chose que nous attendons et nous estimons qu'il faudrait que l'État et vous, les autorités, que vous preniez en considération que c'est un facteur incontournable dans ce pays et dans un pays où nous voulons l'émergence, nous voulons gagner du temps dans ce que nous faisons et nous voulons aussi réussir
à travailler à instaurer un climat serein. Parce que quand il y a une congestion, ce sont des mouvements d'humeur. Il y a parfois peut-être des grèves, il y a l'arrêt de travail. Il y a en tout cas un comportement qui ne joue pas en faveur d'une sérénité à l'intérieur d'une nation. Je crois que donc vous avez un rôle fondamental à jouer et nous nous tenons à vos côtés. Nous savons que ce projet que vous avez est un projet très important. Pour avoir vu le rail dans le passé, avoir vécu en tant que professionnel dans le maritime, parce que nous avons vu qu'avec l'arrêt du rail, tout a basculé sur la route. Et malgré les contraintes du règlement 14 de l'UEMOA, pour sauvegarder la route, la maintenir, c'est tout un problème parce qu'il y a énormément de tonnes qui passent par la route. Alors que le train pouvait alléger cela. Pour terminer, je vous invite aussi à réfléchir, à vous impliquer, à solliciter que le port vous intègre dans le projet de Ndayan. Parce que Ndayan ne pourra être une réussite que si le rail est bien implanté pour pouvoir sortir et préparer donc les marchandises. Je vous remercie. Mais en cas de problème, on ne sait jamais, en tout cas d'avoir de souveraineté dans le cadre du transport. Et ça, je pense que c'est une idée extraordinaire qu'il faut développer et vraiment apprécier. Bon, ça, vraiment, nous l'apprécions fortement. Voilà. L'autre aspect, maintenant, dont je voulais poser une question, c'est sur la question de la formation. C'est vrai que dans les instituts de formation universitaires, ils font des formations, surtout dans le domaine du transport. Mais la formation purement ferroviaire, à l'image des écoles marocaines, ou à l'image des autres écoles qui existaient ici au Sénégal, telles qu'au Chemin du Sénégal, ou bien en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Congo-Brazza, vraiment c'est des écoles purement ferroviaires qui formaient des techniciens et des ingénieurs et qui sortaient et qui étaient spécialisés dans le domaine ferroviaire. Et ça, je pense que c'est un problème dont il faut en tout cas insister dans le cadre du financement. Ça va être un aspect. Abdou Diouf, et qui nous travaillons énormément. Aujourd'hui, l'enjeu de la formation des ressources humaines est très important. C'est bien d'avoir des ressources infrastructurelles, d'avoir des ressources financières, des ressources matérielles, mais si ces différentes ressources ne sont pas bien gérées ou ne sont pas en tout cas entretenues comme cela doit se faire, ne sont pas bien gouvernées, je pense que ce sera juste de l'argent perdu. D'où l'intérêt de notre présence aujourd'hui pour également attirer l'attention des chemins de fer sur des enjeux de développement durable qui constituent aujourd'hui des éléments extrêmement importants au niveau des ODD. Alors, qui commence déjà à circuler. Derrière, ici dans l'agglomération dakaroise, il y a le BRT qui est en train de circuler. Bon, le projet qu'on est en train de faire là à très court terme sera d'abord du transport de marchandises, mais très rapidement nous allons commencer à réfléchir à faire du transport de masse de voyageurs dans un second temps. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans un premier temps, on va faire du transport de marchandises. Cela dit, le problème d'interopérabilité demeure. Bon, c'est des choses qui se jouent au niveau du ministère, hein, c'est de la régulation. Il y a un peu de système technique à mettre en œuvre en termes de billettique et autres, mais d'un point de vue technique, c'est quelque chose qui est capable d'être, on est en capacité de le prendre en charge, et je pense qu'il y a des réflexions qui ont déjà commencé à être menées. Le secrétaire général peut-être pourra en parler un peu plus, mais à terme, effectivement, ce sujet d'interopérabilité sera traité et pris en compte. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, concernant les sujets liés aux ressources humaines, en fait, c'est des sujets de formation qui sont revenus plusieurs fois. Ce qu'il faut dire, c'est que à l'époque, au sein des chemins de fer du Sénégal, il y avait un centre de formation au métier du ferroviaire qui existait, qui marchait très bien et qui a formé beaucoup de personnes il y en a même qui sont arrivés au chemin de fer sans diplôme, qui ont été formés en interne et qui sont ressortis des chemins de fer à la retraite en étant cadres supérieurs et qui étaient très très compétents.
Donc là, on est dans une stratégie de revitalisation et de réhabilitation. On a en perspective de remettre en service ce centre de formation et de trouver des formateurs et de former au métier du ferroviaire. Là, par contre, sur ce premier projet, heureusement, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a quand même un vivier de Sénégalais expatriés à l'étranger, des ingénieurs très bien formés, qui travaillent à la SNCF et autres, etc. Et c'est avec ces gens-là qu'aujourd'hui qu'on est en train de piloter le projet. Le directeur de projet, moi-même, enfin, on a été formé à l'étranger, mais ce n'est pas une stratégie viable à long terme. On ne peut pas compter que sur ça. Et à moyen terme, le centre de formation qu'on a à l'intérieur du chemin de fer du Sénégal, on compte le réhabiliter et remettre en place cette formation. Parce que de toute façon, très rapidement, quand on va arriver à la production, il faudra des agents de voie pour faire la maintenance, des agents pour faire la sécurité ferroviaire et autres. Donc, nécessairement, inéluctablement, on ne peut pas continuer à compter sur un vivier d'ingénieurs, de techniciens établis à l'étranger. Il faudra qu'on s'y mette et on commence sérieusement à y réfléchir. Contexte international où la mobilisation des ressources est très difficile globalement. Maintenant, si on parle du cas spécifique du Sénégal, je pense que la signature du Sénégal, elle vaut encore quelque chose, beaucoup même. Voilà, on a pas mal de bailleurs qui nous sollicitent pour monter un projet financier. La difficulté, enfin, c'est même pas une difficulté, c'est un choix. On essaie de monter ce projet sous une forme de partenariat public-privé ou en BOT pour essayer d'alléger un peu le poids de la dette et ne pas systématiquement endetter l'État sénégalais. C'est pour ça qu'on prend du temps pour bien regarder les projets et faire une structuration financière optimale qui ne pèse pas sur le budget de l'État. Mais bon, c'est pas des bailleurs qui manquent, hein, malgré le contexte très difficile. Moi, tous les jours, je reçois des gens, mais on prend le temps, en tout cas, de voir la structuration la plus efficiente avant de se lancer sur ces projets. Donc voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Bon, après, il y a une question sur les pôles de développement. Effectivement, aujourd'hui, dans la stratégie à moyen terme, quand on regarde, on voit que le développement du réseau vers l'Est et vers le Nord. Donc, mais c'est des choses qui sont en train d'être prises en compte. Et je pense qu'à moyen terme, il y avait déjà une étude d'ailleurs pour une ligne qui va dans le sud. C'est des choses qu'on va apprécier. En fait, il y a une stratégie à court terme. Le court terme, c'est d'aller à Tamba et ensuite aller à Kidira. Ça, on est déjà lancé dessus. Tout à l'heure, il y avait M. Dia qui parlait des problématiques qu'ils avaient au port, etc. Il y a de grosses problématiques et de grosses contraintes qu'il faut résoudre très rapidement parce que sinon, ça va être très, très problématique. Donc ça, c'est le court terme. Maintenant, à moyen et long terme, effectivement, on va commencer à regarder pour se déployer dans l'Est, pour aller chercher des mines dans le Nord, et puis à moyen terme aussi, aller dans le Sud. C'est des choses qui sont dans le schéma et qu'on est en train d'étudier. Il y a des mises à jour d'études qui ont été faites, qui sont en cours. Et à horizon 2035, quand on parle de maillage complet du territoire, c'est tout le territoire, et le Sud, les pôles de développement du Sud vont être pris en compte là-dessus. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Bon, il y avait un sujet aussi sur les populations qui se sont installées. Effectivement, ça c'est des ports. C'est une question extrêmement importante au point de vue économique. Il est évident que les ports n'auront de performance que s'ils sont bien connectés. C'est le cas typiquement du port autonome de Dakar. C'est le cas aussi des futurs ports qui sont en perspective, qui sont en chantier, les ports de Sendou et de Ndaya. Évidemment, il y aura des voies routières, mais aujourd'hui, en 2023, il ne serait pas censé de notre part de développer ces infrastructures portuaires sans prendre en charge la connexion ferroviaire. Donc, je voudrais vous rassurer, M. Dia, la connexion ferroviaire
des ports est bien prise en charge. Et c'est le cas d'ailleurs de la connexion même des aéroports. C'est pourquoi nous développons le TER vers l'aéroport international Blaise Diagne. Une autre question importante qui a été posée par M. Diouf de la faculté de sciences économiques et de gestion, c'est la question de l'interopérabilité, c'est la question de l'intermodalité, voire de la multimodalité. Aujourd'hui, le Sénégal a fait le choix politique de développer des transports de masse. C'est pourquoi nous avons le TER, c'est pourquoi nous relançons le chemin de fer Dakar-Tambacounda pour le moment et dans le futur vers Kidira. C'est pourquoi nous avons le projet de BRT. À ce jour, le BRT, sous la responsabilité du maître d'ouvrage qui est le CETUT, s'évertue à mettre en place un système de ticketing qui permettra de passer des systèmes de transport qui existent aujourd'hui, les Ndiagandiaï, etc., mais qui vont être améliorés. Il y a un système, il y a un projet, un programme de restructuration des transports communs de Dakar. Le client pourra prendre son véhicule, le véhicule de transport en commun, venir vers le BRT, et dans le futur, certainement, nous connecterons le TER. Donc, l'intermodalité, l'interopérabilité est une préoccupation déjà prise en charge dans les formulations des projets, et ici, ce sont les projets du TER et les projets de BRT. Il y a une autre question, bon, je ne vais pas insister là-dessus, c'est la question de la formation. Le ministère est très fortement préoccupé par ces questions de formation. D'ailleurs, ce n'est pas encore actif, mais quelqu'un qui regarde le décret portant répartition des services de l'État va constater qu'il existe un centre de formation au métier ferroviaire. Mais nous avons, c'est ça la perspective du ministère, la volonté d'élargir ce centre de formation en un centre de formation au métier de la mobilité en général, qui va inclure tous les systèmes de transport terrestre. C'est ça la perspective. Et d'ailleurs, nous avons déjà commencé à travailler avec le ministère chargé de la formation professionnelle sur ces questions-là. Je ne reviens pas sur la question est-ce qu'on s'arrête sur Tamba, est-ce qu'on doit aller sur Kidira, c'est la question de M. Amadou Dia, très pertinente, parce que nous avons conscience que s'arrêter à Tambacounda posera problème pour les opérateurs maliens. Mais un projet, on est obligé de le phaser. Et dans la première phase, évidemment, nous nous arrêtons à Tamba et nous développons le port sec de Tamba. Mais il est évident que la seconde phase sera d'aller vers la frontière malienne, vers Kidira. Donc, c'est une préoccupation que nous prenons fortement en charge. Parce qu'on doit le rappeler. Souvent, on a l'impression que c'est le Sénégal qui est désenclavé, que l'interland est enclavé. C'est le contraire. C'est nous, Sénégalais, qui sommes enclavés par rapport au reste de l'Afrique. Et donc, nous en avons bien conscience. Et ça, ce sont des enjeux économiques majeurs. Parce qu'aujourd'hui, aucun port n'évolue de façon solitaire. Tous les ports sont en concurrence par rapport aux ports d'Abidjan, de San Pedro, etc. Et même, très bientôt, certainement, du port de Guinée-Conakry, qui va avoir son mot à dire dans l'écosystème portuaire africain. Alors, par rapport aux réponses spécifiques, je voudrais m'en arrêter là. Pour tirer les conclusions de cette rencontre, je voudrais commencer par remercier tous les participants, mais très chaleureusement. J'observe que nous sommes restés jusqu'à la fin des travaux. Ça veut dire leur importance, ça veut dire l'intérêt qu'on leur accorde. Et je voudrais, de ce point de vue, féliciter tous les participants. Monsieur le modérateur, j'ai noté que le chemin de fer est une question de transport
ferroviaire de transport terrestre. C'est une question éminemment économique. Mais j'ai aussi eu le plaisir de noter que c'est une question historique, c'est une question culturelle, j'allais même dire que c'est une question humaine, tant cela suscite les émotions. De ce point de vue, j'aimerais vraiment remercier les artistes ici présents. Monsieur Pape, qui était là, Monsieur Kassé, éminent artiste sénégalais, dont nous nous réjouissons de la présence et de la présentation qui a été faite relativement au futur musée des chemins de fer du Sénégal. Les chemins de fer, je crois, il n'y a rien de plus culturel, il n'y a rien de plus historique, il n'y a rien de plus social, il n'y a rien de plus économique. C'est pourquoi l'État du Sénégal a décidé de remettre en scène le chemin de fer.